Cher Henri, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, l'honneur est pour nous. L'honneur est pour nous d'être identifiés comme étant capables d'accompagner pendant ces 2 jours ces travaux, cette réflexion. Le sujet est posé dans sa sobriété, dans sa gravité, dans sa délicatesse aussi, avec ces premiers mots qui nous ont été partagés. Je vais tout de suite laisser Catherine vous partager, poursuivre la même logique que nous appuyons d'abord sur les aidants avant de commencer à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour eux et avec eux. Je vais d'abord laisser Catherine vous dire quelques mots sur ce qui l'a conduit ici. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc en effet, on m'avait dit d'être brève, mais on ne me connaît pas parce que je suis nouvelle venue dans tout ce milieu et chez vous. Je suis très bavarde, donc je vais essayer d'être aussi brève que possible. Donc je suis française, en effet, d'origine lyonnaise. C'est pour ça que lorsqu'on m'a parlé de cette initiative, ça m'a évidemment interpellée, mais vivant à Bruxelles. Et maman depuis 5 ans maintenant d'un petit garçon, Gabriel, qui est atteint d'une IMC ou paralysie cérébrale. J'étais anciennement porte-parole dans les institutions européennes, mais comme je vais expliquer, tout ça, la situation a bouleversé évidemment ma vie. Quand Henri m'a proposé de faire cette ouverture, j'ai eu vraiment des grosses questions sur ma légitimité à faire ce rôle. Qui suis-je pour ouvrir ce congrès? Je suis encore toute nouvelle dans cet univers, dans ce monde-là. Mais Henri m'a rassurée en me disant qu'un témoignage singulier, en général, recelait quelque chose d'universel et que dans mon expérience, ma courte expérience, vous alliez sans doute vous reconnaître. Et puis qu'il avait à cœur de faire accompagner ce congrès par des aidants. Donc pas uniquement un congrès d'experts, mais un congrès fondé sur l'expérience. Et je peux témoigner à ma courte échelle, en effet, que l'expérience forge et donne beaucoup d'idées. Néanmoins, souci de légitimité, j'ai fait un petit sondage sur Facebook, sur 2 pages de parents d'enfants atteints de handicap, donc la page Handicap Réunir pour agir, et la page Répit Solidaire, qui est une plateforme en Belgique née de professionnels autour des parents aidants, en leur posant la question de quels étaient leurs besoins, leurs attentes autour du répit et plus généralement. Je me suis reconnue évidemment dans beaucoup de ces réponses, mais pas toutes, j'en dirai un mot à la fin. Donc rapidement, mon histoire d'aidante, donc l'annonce a eu lieu il y a 4 ans. C'est un choc parce que tout bêtement, je pense, en tout cas en Belgique, mais en France aussi, le handicap finalement est assez invisible. On n'en voit pas beaucoup dans la rue, dans la société, dans les cinémas, dans les restaurants, à l'école. Donc on est très ignorant de ce monde-là. Il y a un focus sur l'enfant. Le neurologue va nous dire ce qu'on peut faire pour notre enfant, mais rien sur les parents. Lorsque j'ai posé la question de la façon dont nous, on pouvait être accompagnés pour faire face à une nouvelle aussi terrible, mon petit garçon a une malformation cérébrale, donc c'est irréversible. Le neurologue m'a répondu de façon un petit peu, lapidaire, qu'il ne savait pas, que oui, il existait sans doute des associations de parents, mais il me mettait en garde parce que souvent, je cite ces mots, les parents sont en colère. Et donc, ça n'est pas forcément très constructif. Bon, sur le moment, j'étais de toute façon sonnée, donc je n'ai pas vraiment relevé, mais avec le recul, j'aimerais retourner le voir en me disant qu'il y a des raisons pour lesquelles on est en colère, et notamment cette absence de prise en compte de l'enfant, qui est quand même le premier, comme vous l'avez dit très bien, des intervenants, le premier rempart en faveur de la personne à aider. Et donc, quelque part, un acteur de santé publique, comme ça a été dit. Donc voilà, d'abord, on a le sentiment d'être juste un parent, donc on a la responsabilité de son enfant, donc évidemment qu'on va faire face, évidemment qu'on va l'aider. Mais quand même, dès le début, j'ai eu le sentiment confus que ce n'était pas comme les autres. Et donc, je ne supportais pas les phrases de mes amis me disant « mais tu sais », pour chaque enfant, on est inquiet. Pour chaque enfant, on a du stress, on se pose des questions. Et je voyais bien que non, c'était pas pareil, parce que nous, on se demande si notre enfant va parler, va marcher, va savoir manger tout seul. Donc des questions fondamentales. Il y a une angoisse et une crainte de l'avenir qui sont quand même démultipliées. L'impact sur le couple est démultiplié. L'impact sur la vie professionnelle. Donc personnellement, je me suis finalement arrêtée de travailler parce qu'il y a eu un impact sur la santé et que j'ai frôlé le burn-out et l'épuisement. Donc, en effet, je n'ai pas prévenu ça avant. Et donc, voilà, et donc une forme de non-reconnaissance d'une situation spécifique. Une kiné me disant, par exemple, « mais vous n'êtes pas la thérapeute de votre fils, vous êtes sa maman, donc n'en faites pas trop à la maison ». Or, en fait, j'ai réalisé que ça n'était pas vrai. On est aussi des acteurs de santé. Et oui, à la maison, je lui faisais travailler ses exercices parce qu'on veut qu'il progresse.
Et finalement, ce qui m'a beaucoup aidé, la prise de conscience, c'est les campagnes, en fait, qui ont été faites en France, en Belgique, autour de la notion d'aidant. Donc merci à vous et à vous tous qui travaillez dans ce milieu depuis quelques années d'avoir porté ce sujet, en fait, et de l'avoir mis en lumière, parce que personnellement, c'est vraiment grâce à ça que j'ai réalisé, en fait, que je n'étais pas que une maman, mais aussi une aidante, et que ça me mettait un double chapeau, un triple chapeau. Donc voilà, donc être aidante, en effet, pour moi, c'est être un couteau suisse. Je me suis transformée en thérapeute, donc j'ai appris les notions de la kiné, de la logopédie, orthophonie en France, de l'ergothérapie, de l'anatomie, de comment fonctionnent les muscles, la bouche, la langue, enfin bref, je vous en passe, d'opérations extrêmement sensibles qu'on est allé faire aux États-Unis, qui sont assez méconnues en France, sur lesquelles les médecins m'ont alerté, ont été sceptiques, j'ai dû moins informer de ces opérations, donc ça vous transforme en quelque chose de complètement surréaliste et un peu à l'envers. On est des coachs, on est des infirmières, on dit souvent que personne n'est irremplaçable, mais je crains que dans ces situations, on soit un peu irremplaçable. On devient des juristes, on devient des spécialistes de l'administration, on plonge dans les arcanes compliqués des droits et des écoles, de la scolarisation, un grand sujet. Et évidemment la logistique, les rendez-vous médicaux, on est un jongleur, les équipements, les appareillages, les vacances, les loisirs, etc., etc. Donc moi, ce qui m'a aidée, ça a été finalement de plonger dans l'action, et j'ai plongé en fait dans Internet, dans Facebook, dans les associations de parents, dans ce qui existait déjà, dans l'échange. Et donc ici, je veux quand même remercier, je vais citer quelques noms qui m'ont aidé personnellement, comme Agir contre l'IMC ou Enorev, Répit solidaire en Belgique, le GAMP en Belgique, mais aussi des initiatives originales de parents, comme le Monde d'Éden, qui est une plaine de jeux inclusive qui a été créée en Belgique, à Bruxelles, et qui ouvre ses portes à tous les enfants en étant adapté au handicap, à l'autisme, à la trisomie. Donc c'est assez unique. Les bobos à la ferme que je ne connais pas, mais que je suis sur les réseaux et que je trouve passionnant. Bref, un certain nombre d'initiatives comme ça. Ce qui m'a frappé, c'est que c'était souvent des parents, des gens concernés, et pas vraiment des structures institutionnelles ou une offre institutionnelle. Donc là, je suis venue ici, en effet, pour apprendre davantage, pour m'informer, pour écouter, voir ce qui existe, voir les modèles, m'inspirer, éventuellement lancer quelque chose. Donc je pense que déjà ce que j'ai entendu ce matin était pour moi très, très inspirant, très intéressant, et je réalise à quel point l'information est compliquée à trouver, ou en tout cas ne vient pas à nous directement. La deuxième chose qui m'a aidée, j'ai décidé de montrer mon fils, de ne pas le cacher, d'être dans la rue, dans l'aéroport, dans les restaurants avec son déambulateur, de faire face aux regards, et d'assumer. Et quand on assume, finalement, les regards sont plutôt bienveillants dans l'ensemble, même si parfois un peu curieux. Mais j'ai réalisé que ça demande aussi beaucoup d'énergie, en fait. Ça pompe. Parce qu'on fait face, on fait un peu semblant que tout va bien. Mais pour autant, j'y tiens. Et je ne sais plus, l'un des intervenants également a parlé de ça, de cette invisibilité des personnes en situation de handicap ou de maladie chronique invisible, et des aidants. Parce que je réalise aussi que j'en connaissais finalement très peu, ou que ceux que je connaissais, je ne leur avais pas mis cette étiquette. Et finalement, personnellement, j'ai voulu chercher du sens à tout ça. Donc j'ai cherché autour de bouquins de spiritualité, de conférences, de pleine conscience. Alexandre Jolien, pour citer un philosophe, m'a beaucoup aidé. Et donc voilà. Et donc le répit, j'ai réfléchi au répit et je me suis dit que c'est assez il y a plusieurs dimensions au répit. C'est pas seulement avoir du temps pour soi. Pour moi, c'est aussi avoir du temps gagné et de l'énergie gagnée. Donc de l'aide sur tout ce qui est administratif, recherche, accès à l'information, structure scolaire, transport, etc. Outre le temps pour soi qui est évidemment essentiel, parce que on vit une parentalité spécifique, mais en discutant avec Henri sur la façon de me présenter, on a eu une discussion sur quelle est mon identité. Est-ce que je suis uniquement une maman aidante? Non. Je suis plus que ça. Je reste une femme, une épouse, une sœur, une amie, une professionnelle. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose de... En fait, ce que j'attendrais de la société finalement, c'est de me permettre à continuer d'être tout ça, de ne pas être qu'une aidante. Et donc de m'aider à m'apporter des solutions concrètes, des outils, des aides aussi, pour contribuer à la société, moi-même, mon fils et mon enfant. Et vos propos m'ont finalement donné une autre réponse en disant qu'on était des acteurs et qu'on contribue à la société. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. Voilà, de l'aide à la garde de mon enfant, etc., etc. Un point qui pour moi est important, et j'ai entendu également ça dans la bouche du monsieur de l'ARS, c'est l'importance de la coordination des thérapeutes. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont eu affaire à ça, mais quand on a un enfant avec un handicap, plusieurs handicaps, on a accès à plusieurs thérapeutes et on se rend compte qu'il n'y a pas un médecin pour coordonner
tous ces soins, tous ces besoins. Et ça demande aux parents une énergie folle. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je tiens vraiment à cœur. Voilà, je vais m'arrêter. J'ai déjà dépassé. Juste pour dire qu'en effet, ça n'est pas que du négatif. C'est douloureux, c'est compliqué, mais moi, je ne veux pas y voir que ça. Donc j'ai aussi appris sur moi. Je me suis ouvert à, voilà, comme je l'ai dit, à la spiritualité, à prioriser mes envies, mes besoins, à ralentir le rythme, ça a été dit, je pense que c'est vraiment important. Et voilà, cette volonté de participer au combat pour rendre ces situations plus visibles, sans victimisation, mais quand même comment faire société. Voilà, donc le sondage que j'ai fait sur Facebook, il y a eu 50 réponses en 2 jours, je trouve ça pas mal. Et ça exprime beaucoup de choses qui ont été dites et qui vont être discutées, la reconnaissance, un statut, du temps. Quelqu'un a parlé de devoir de répit et non pas de droit, je trouve ça intéressant. D'un corps médical ouvert et de la décharge mentale administrative, qui était un point aussi assez important. Voilà, donc j'attends de ces journées d'en connaître plus pour moi-même et puis voir comment on peut faire évoluer tout ça en France, en Belgique et ailleurs. Merci. Merci Catherine pour ces mots qui nous mettent directement dans le cœur du sujet. Alors on serait tenté de dire prendre soin d'un proche, quoi de plus naturel? Et quand on voit l'évocation qui vient d'être faite, on se rend compte que c'est à la fois naturel et sans doute un peu aussi surnaturel. 3e congrès francophone sur le répit et l'accompagnement des aidants. Ça veut dire qu'il y en a eu 2 avant. Ça veut dire qu'en fait, on est dans une dynamique. Il y a quelque chose qui progresse, congrès après congrès, mais au gré des évolutions de la société. Où en sommes-nous et où ambitionnons-nous d'aller? Ça va être la question qui va nous occuper pendant ces 2 journées. Il a été dit, tous les progrès qui ont été faits depuis les 20 dernières années, notamment à partir du moment où la puissance publique a commencé à reconnaître une place, un rôle spécifique aux aidants. Et les premiers jalons de cette réflexion ont été comment soutenir les aidants, comment leur permettre de tenir. Et c'est dans cette perception-là que la notion de répit s'est construite, pour offrir un souffle, pour permettre de reprendre pied avant de se relancer. Mais ce que nous ambitionnons au cours de ce 3e congrès, c'est d'étendre encore cette notion de répit, pour qu'elle ne soit pas juste un souffle, une pause, mais qu'elle soit quelque chose qui soit sans doute une brique nécessaire, un devoir de répit plus qu'un droit de répit peut-être, c'est-à-dire une forme d'hygiène peut-être aussi. Et tout ça doit se construire parce que c'est dans des lieux comme celui-ci que se construit la réflexion à partir de l'expérience que nous rapportent les gens qui sont directement confrontés. Alors vous voyez qu'il y a déjà aussi une grosse ambition, c'est d'oser parler de soins de répit. Le livre que la Fondation vient de publier s'appelle « Vers des soins de répit ». À chaque fois que j'ai évoqué cette expression-là, ça a fait tiquer des gens, mais dans le bon sens, en se disant « Ah oui, tiens, associer la notion de répit à la notion de soin », ce qui nous oblige déjà à imaginer qu'il nous faut étendre le champ de la définition du répit pour la situer dans le contexte du soin lui-même élargi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution sociétale, d'arriver à prendre conscience de cette approche qui est extensive, oserais-je dire. Alors, la triple ambition de notre congrès, j'aurais tendance à essayer de la résumer comme ça. Ça consiste à, premièrement, continuer à soutenir les aidants en faisant déjà ce qui fonctionne bien, en le multipliant, en le diffusant, mais aussi en l'améliorant. Mais si nous n'avions que ça comme ambition, je pense que nous resterions en deçà. Il nous faut aller au-delà. Il nous faut essayer de comprendre les aidants. Et c'est ce que nous avons déjà commencé à faire. Essayer de comprendre les aidants, ça veut dire nous donner les moyens, y compris scientifiques, de savoir ce qui se passe quand on est un aidant, de savoir quels sont les mécanismes à l'œuvre. Donc comprendre, ça veut dire être capable d'entendre, mais être capable aussi d'analyser et de proposer, de créer des choses. Comprendre, ça veut aussi dire prendre avec soi, ça veut dire faire en sorte que les aidants aient vraiment leur place. On est donc sur des ambitions d'inclusion, évidemment, pour éviter la stigmatisation qui a aussi été dénoncée. Donc il y a un enjeu scientifique, il y a un enjeu social, c'est évident. Allant encore peut-être un peu plus loin, il nous faut oser apprendre des aidants, ce que nous faisons déjà depuis longtemps, mais ça veut dire pas simplement entendre leurs paroles, mais analyser
leur expérience et peut-être même, mais c'est un gros mot, leur expertise. On verra si on peut s'autoriser à aller jusque-là. Voilà. Mais apprendre d'eux. Ce qui veut dire qu'en fait, tout ce que nous devons faire pour les aidants ne doit plus être fait pour les aidants. Ça doit être fait avec les aidants et à partir de l'expérience des aidants. Et ça n'est qu'à cette condition que ça aura une chance d'être fait pour eux. Et si c'est fait pour nous, si c'est fait pour eux, ça sera fait pour nous. Voilà aussi cette propagation de la question de l'aidant telle qu'elle nous est proposée. C'est pour ça que nous sommes heureux d'assumer, Catherine et moi, cette double présidence de ce congrès, parce qu'il ne peut se déployer que sur un mode stéréoscopique. Alors au cours de ce congrès, eh bien, vous aurez la chance de pouvoir explorer à travers des ateliers, à travers des tables rondes, à travers des grandes conférences, différentes facettes du sujet, que ce soit des facettes en termes politiques, des facettes en termes scientifiques, en termes de pratique, en termes de public, hein, en termes de politique. Voilà tous les enjeux de la question qui montrent sa dimension systémique. Il y aura évidemment des temps de pause, des temps de pause, mais qui sont des temps de ressourcement, y compris artistique. Pour terminer, je dirais que l'aidant est sans doute un être hybride. Et c'est ça qui va le rendre assez fascinant. C'est à la fois un être normal, quoi de plus normal que d'être aidant, c'est un proche, mais c'est aussi un couteau suisse, donc quelqu'un qui a cette capacité en situation à déployer des astuces, des talents, dans une multiplicité des rôles, et donc ça le met déjà un peu dans le registre de l'extraordinaire, mais c'est aussi quelqu'un qui est au carrefour. Il n'est pas juste un aidant, il est aussi un acteur du système de santé, comme il a été dit. Il est à la fois proche et en même temps il a la responsabilité d'un proche. Donc il est au carrefour, et s'il est au carrefour, ça veut dire qu'il y a des voies, et que l'aidant nous aide à dessiner des voies, et peut-être même qu'il est l'explorateur de ces voies. Alors je pense que les aidants nous engagent, et nous engagent dans une voie qui est une voie de soins, une voie de société. Reste à nous engager derrière eux dans cette voie et au cours de ces 2 jours, nous efforcer de sortir des sentiers battus, de sortir des idées convenues, de ne pas nous laisser enfermer dans ce que nous connaissons déjà des aidants pour conforter un regard qui en plus pourrait être un peu victimisant, voyez, mais au contraire, oser sortir du binaire parce que l'aidant est cet être hybride et nous engager dans des voies d'audace, dans des voies d'inventivité pour, à la suite des aidants, essayer de faire advenir ce mode de prise en soin global auquel nous aspirons tous. Je vous remercie et je vous souhaite un très beau congrès.